bonsoir à tout le monde. Bonne année à tout le monde. J'espère que vous avez bien commencé la nouvelle année, le 2025. Et merci beaucoup de mon cœur pour les views sur la dernière vidéo que j'ai publiée. Je suis trop contente que ça vous a plu. Et alors aujourd'hui, je vous parle, je sais que c'est un peu en retard, mais j'ai préparé pour un peu de temps cette vidéo. Je vous parle des traditions italiennes pour Noël. Noël, la période de Noël, mais surtout le jour de Noël. Je vous ai dit, je sais que c'est un peu en retard parce que Noël s'est bien passé depuis déjà quelques jours. Mais la dernière vidéo que j'ai fait, l'idée était de parler du Noël, des traditions de Noël italiennes et des traditions de Noël anglaises. À la fin, j'ai parlé surtout des traditions anglaises et j'ai pas parlé assez des traditions italiennes. Et je pense que ça peut vous intéresser aussi parce qu'effectivement, honnêtement, en recherchant les choses, j'ai découvert des choses desquelles j'étais surprise et des choses que je ne savais pas. Des traditions de Noël italiennes et apparemment, il y a beaucoup de choses qui sont un peu similaires en France. Et donc voilà. Et aussi dans ces vidéos, je ne sais pas, normalement vous allez sentir une différence d'audio parce que j'ai mis le binaural là, c'est-à-dire que normalement vous pouvez sentir quand je vous parle dans l'oreille droite et gauche. Ça c'est une meilleure chose du microphone. Alors je commence à vous dire un petit peu quand j'avais mentionné dans l'autre vidéo que j'avais fait. Qu'est-ce que je faisais quand j'étais petite avec ma famille en Italie. Donc, nous, on s'est retrouvés avec ma grande famille, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas seulement ma famille, mais aussi il y avait mes grands-parents, donc mes tantes, mes oncles, mes cousins, mes cousines, tout ça. Alors, on s'est retrouvés normalement le soir du 24, donc plus la vieille, le réveillon, j'ai mes notes ici, donc si vous regardez que je regarde un peu en bas, c'est parce que j'ai mes notes, désolé. Réveillon de Noël, en italien on l'appelle la vigilia di Natale. Et on s'est retrouvés chez mes grands-parents. Ils avaient une maison très grande, donc il y avait un salon vraiment énorme pour tout le monde. On avait une grande table. On était, je pense, 30 personnes probablement, plus ou moins. Et on n'est pas une grande famille, mais si vous comptez les grands-parents, tous les parents, tous les cousins, tous les tantes, tous les oncles, ça fait beaucoup de gens. On s'est retrouvés là et après le jour de Noël, par contre, chaque famille plus petite, on peut dire comme ça, s'est retrouvée chez eux. Donc moi, j'étais avec mes parents, dans ma maison avec mes parents. Et voilà. Alors, au niveau de nourriture, je vais parler beaucoup de nourriture dans cette vidéo. Je pense que c'est aussi un thème que vous les Français intéressent beaucoup, francophones en général, comme nous les Italiens, effectivement. Et alors, au niveau de nourriture, moi je pense que en Italie, il n'y a pas effectivement un menu qui est un peu le même partout en Italie. C'est vrai que par contre il y a des choses qui sont typiques, des plats qui sont un peu typiques un peu partout en Italie, mais il y a plusieurs plats et il y a, je pense, sinon plutôt des traditions régionales. Donc chaque région, chaque pays, même probablement chaque ville a ses plats typiques de l'entrée jusqu'au dessert. Et plus ou moins. Et aussi, par exemple, ça, moi personnellement, je l'ai noté. Par exemple, si je compare l'Italie à, par exemple, l'Angleterre ou l'Irlande même, où par contre, il y a effectivement un menu qui c'est plus ou moins toujours le même, pas pour
évidemment, et je suis sûre qu'il y a des familles, même dans ces pays, qui font des choses différentes. Mais oui, il y a un menu que c'est plus ou moins le même menu, les mêmes plats, les mêmes choses qu'on mange. Voilà, plus ou moins. Et alors, de toute façon, je vais vous dire un petit peu à partir des entrées jusqu'au dessert, qui sont les plats un peu typiques qu'on peut trouver en Italie. Si vous tombez en Italie pour Noël ou si vous participez à Noël avec des amis italiens qui vivent en France ou en Belgique, je ne sais pas. C'est aussi très sympa. Alors, première chose, entrée en italien, on dit antipasto. Antipasti. Antipasto, c'est singulier. Un antipasto. Plusieurs, c'est antipasti, mais ça, je pense que vous le savez. Probablement. Alors, comme entrée, il y a beaucoup de fois, il y a des canapés, on les appelle tartine. En italien, comme des petites tartes, effectivement. Et en français, je pense qu'on dit ça, canapé. Et on le prépare beaucoup de fois avec la pâte feuilletée. En italien, on l'appelle pasta sfoglia. Pasta sfoglia. Et c'est très typique en Italie, effectivement, on l'utilise beaucoup, la pasta sfoglia. Et on peut le conduire, je pense. On peut le garnier, je sais pas, on peut mettre différentes choses, différents ingrédients, différentes choses, je sais pas, le saumon avec de crème ou des choses comme ça, ou des autres choses, des légumes même probablement. Et une chose très sympa qu'on peut faire, par exemple, est le faire avec la forme d'un petit arbre. Et alors, je ne sais pas, on peut faire un arbre, là, on prend la pâte feuilletée, la rectangulaire, on fait la forme d'un arbre de Noël et on peut mettre des choses dedans, quelque chose comme ça, par exemple, pour le faire un peu un style de Noël, voilà. Et une autre chose qui, je pense, est devenue un peu connue dans les dernières années. Moi, personnellement, c'est une chose que j'ai commencé à voir seulement dans les dernières 2 années, probablement au supermarché. C'est un pandoro, mais salé, on peut dire comme ça. Alors, le pandoro, je vais y arriver au pandoro, évidemment. C'est un dessert, donc on le mange à la fin du repas, normalement pour Noël. Mais le pandoro gastronomico, pandoro gastronomique, évidemment, c'est un autre type de pandoro. Je pense que la mélange est fait aussi d'une manière différente. Et on le coupe, pas comme ça. Et on peut mettre des fromages, des charcuteries, des légumes, des choses différentes qu'on veut. Moi, j'étais très étonnée parce que je sais que nous, les Italiens, on est très traditionnels pour beaucoup de choses, surtout quand on parle de nourriture. Hein. Donc, j'étais très étonnée, très surprise quand j'ai vu ça, effectivement. Mais je pense que c'est une très bonne idée, pourquoi pas. C'est une chose différente, c'est une chose nouvelle. Après, comme alors, il y a ça c'est typique des menus en italien, effectivement, il y a les entrées, premier plat, primo piatto, plat principal, deuxième plat, secondo piatto et les accompagnements, les contorni, après évidemment les gâteaux, les desserts. Alors, en général, je vous dis, dans beaucoup, je pense, des menus traditionnels italiens en Italie, pour Noël, il y a la viande, ok, même dedans les ingrédients du premier plat, en général, traditionnellement. Comme primo piatto, très typique, c'est la lasagna, les lasagnes à la bolognaise, donc avec le ragoût et tout ça. Ou peut-être on peut faire des cannelloni, ou on peut faire les ravioli, tortelli, un brouillon. Ma grand-mère, par exemple, elle faisait, si je ne me trompe, pour le jour de Noël, ou pour la soirée de la vieille, je me rappelle plus honnêtement, ça fait beaucoup d'années. Les tortelli, il brodo,
légumes, c'était vraiment très bien, probablement. Je me rappelle encore le goût, effectivement. Mais ça dépend aussi beaucoup des zones. Par exemple, la lasagne, chez ma famille, honnêtement, c'est pas très typique. Mais il y a des familles dans ma région aussi où ils font traditionnellement la lasagne pour le jour de Noël. C'est vrai aussi que la lasagne est typiquement italienne, c'est encore plus typique de la région de l'Emilia-Romagna et de Bologne en particulier. Évidemment, c'est pour ça qu'on dit lasagne et ragoût à la bolognaise parce que c'est la ville de Bologne. Après, comme deuxième plat, secondo piatto, quand je vous ai dit le mot beaucoup de fois, c'est à base de viande traditionnellement. Alors, on peut faire par exemple les poulets au four, le capone, je pense qu'en français on l'appelle chapon. Et c'est un type de poulet particulier qui a un goût un peu particulier. Aussi une chose qu'on peut faire, et c'est le cotechino ou le zampone ou le musetto. Alors, cotechino, zampone et musetto. Cotechino, zampone et musetto. Et sont tous des trois choses qui sont effectivement très similaires, mais ils ont des noms très différents. Alors, première chose, tous les trois, ils sont des viandes. Et ils sont des viandes de porc. Okay? Mais ils sont faits d'une manière différente. Alors, le cotechino est fait avec aussi la cotenna, donc le nom cotechino, ça vient de cotenna. Qu'est-ce que c'est la cotenna? Bah, c'est la peau du porc, pratiquement. Le musetto, c'est la bouche, pratiquement. Musetto, le museau du porc. Okay? Le zampone, zampa, c'est la pâte du porc. Moi, cette année, j'ai fait le zampone, par exemple. Et c'est une forme d'un saucisson. Pratiquement, c'est un saucisson de porc cuit. Et c'est déjà cuit, donc c'est honnêtement, c'est très pratique parce que c'est déjà cuit, c'est dans un sac, normalement on le trouve déjà cuit. Il faut le cuisiner évidemment, aussi parce que c'est du porc, mais c'est plutôt vite et plutôt pratique à le faire parce qu'on le met dans l'eau chaude, on le laisse 20 minutes et, après c'est prêt. Après on ouvre ça, on le coupe en petites tranches et très typiquement on le mange avec le purée des pommes de terre. On dit purée en italien aussi, effectivement. Et les lentilles, ça c'est la chose typique, les accompagnements typiques pour ce type de plat. Et sinon, évidemment, on peut faire des autres choses aussi, ça c'est clair. Et après, comme contour en général pour le menu de Noël, on fait beaucoup de légumes, normalement, en des contourni, contorni, c'est accompagnement en italien. Un des accompagnements typiques sont les pommes de terre au four. On peut faire de la salade. Des fois, si le menu est très large, il y a beaucoup de choses à manger parce que, évidemment, à Noël, en Italie, on mange beaucoup. Un peu comme partout. Je pense que c'est un peu dans tous les pays. On fait un peu comme pendant les repas de mariage. C'est-à-dire qu'entre des plats qu'on mange, je sais pas, entre le primi piatti et les secondi piatti, on met le scorpino pour aider un petit peu la digestion, voilà, parce que sinon ça fait trop. Alors, ça c'est pour la partie principale, on peut dire comme ça, du menu. Après, il y a les gâteaux. Alors, gâteaux typiques qu'on mange, les choses ou les desserts qu'on mange en Italie, comme je vous avais mentionné déjà dans l'autre vidéo, pour Noël, pour toute la période des fêtes, effectivement. Et parenthèse, la période des fêtes en Italie, normalement, ça termine avec l'épiphanie, donc début janvier.
Pandoro et panettone sont évidemment les principales. Alors, on commence avec le Pandoro. Alors, ça est le Pandoro. Comme ça, vous comprenez un peu mieux. Alors, voyez, Pandoro. Palocco, c'est un des brands les plus fameux pour le Pandoro. Et le panettone, évidemment aussi. Alors, voyez, ça c'est la forme. C'est une forme très différente de panettone. Alors, ça que j'ai acheté, c'est le typique traditionnel sans crème. Donc, il y a le Pandoro. Et ces choses blanches ici est le sucre en poudre. Ça, c'est le traditionnel. Mais ça, après, c'est vrai qu'on en trouve des différents types avec des crèmes. Avec, je sais pas, la crème au chocolat, la crème au pistache, des autres types de crèmes. Ou une autre chose qu'on peut faire, on peut le couper en tranches, comme ça, en horizontal. Comme ça, on a des petites étoiles. Parce qu'effectivement, c'est une forme d'une étoile un petit peu. Et, et on peut préparer une crème comme une crème pasticcera si on veut. Et on la met au milieu. Et c'est une des choses les plus bonnes du monde. Vraiment. Le Pandoro est originaire de Verona, la ville de Verona en Italie. Alors, je vous dis un petit truc. Alors, une des belles choses de ce type de gâteau est qu'il y a là le sucre en poudre. Vous voyez, ici, c'est presque seulement sur le sommet. Alors, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent le sucre seulement au sommet. Mais nous, les Italiens, on a un autre système. Que moi, je pense, c'est plus... Je ne sais pas, ça vient plus... Pas plus bon, mais je sais pas, c'est un peu plus logique pour moi. Alors, quand vous l'achetez, il y a ces grands cartons. Et parce que c'est plutôt grand, effectivement. Je vous parle des dimensions de Pandore après. Mais c'est pas seulement dans un carton. Dans le carton, le Pandore est dans un sac de plastique normalement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous, les Italiens, on met le sucre dans le sac avec le Pandoro. On ferme très bien le sac et après on le bouge très fort, très très fort, très rapide. Pourquoi? Quand vous voyez quand vous nous voyez faire ça, vous pensez qu'on est fou là, qu'on n'est pas bien avec la tête. Mais c'est tout bien pensé. Parce que comme ça, vous allez avoir le sucre pas seulement au sommet, mais sur toute la surface. Vous voyez? C'est logique. Moi, personne ne m'a enseigné ça. C'est une chose que je savais déjà. Je l'ai toujours vu, cette chose, alors je l'ai fait aussi. Et Et quoi encore? Ah oui, au niveau des dimensions, je fais un petit... j'ai dit une chose que... Je ne sais pas, c'est pas une critique, c'est pas une critique, mais c'est un peu une critique, effectivement. Alors, vous voyez, quand je vous ai dit, c'est très grand, vous voyez, c'est vraiment énorme. Ça, je peux pas le manger toute seule. Et c'est bien parce qu'on peut le partager. Mais, c'est 1 kilo. Seulement pour vous dire combien il est. Et ça, c'est une critique que je fais, pas seulement pour le Pandore, mais effectivement aussi pour le panettone. Je vais parler du panettone après. Parce que le panettone aussi, normalement, c'est plutôt grande. Après, l'alternative est d'acheter la petite version de Pandoro et de panettone. Ils sont vraiment comme ça, ils sont vraiment très petites. Ça, c'est bien pour une personne. Ça, c'est bien pour 10 personnes. Mais si moi, je suis avec 3, 4, 5 personnes, c'est pas possible que il n'y a eu pas des brands qui ont pensé de faire une dimension moyenne. Aussi en pensant que honnêtement, si c'est une famille des dernières années qui normalement, dans beaucoup de pays, il n'y a pas effectivement des familles avec beaucoup de fils, pas comme dans, je sais pas, les années 50.
Et donc, effectivement, ce sont des familles beaucoup plus petites, 4-5 personnes maximales. Pourquoi faire un grand quai? C'est trop, effectivement. Je ne sais pas, c'est une chose à laquelle c'est une chose à laquelle c'est quelques années que je pense. Et honnêtement, je comprends pas pourquoi c'est comme ça. Ok, Pandoro, je vous ai parlé beaucoup de Pandoro quand je vous ai dit, moi je suis de team Pandoro, pas Panettone, désolé, mais c'est comme ça. J'aime aussi des bons Panettone, mais si je dois choisir, je vais pour le Pandoro, toujours. Alors, le Panettone, traditionnellement est de Milan, mais effectivement, on le trouve partout en Italie. C'est aussi devenu un type de gâteau traditionnel. Et je sais que le panettone est aussi beaucoup plus connu à l'étranger. Le pandoro, moi, beaucoup de fois, je dois vraiment dire qu'est-ce que c'est parce que beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler de pandoro. Mais le panettone, c'est beaucoup plus connu. Je ne sais pas pourquoi, effectivement. Alors, le panettone un mélange un peu différent. Et aussi, c'est pas avec rien dedans, hein, c'est-à-dire le Pandoro, c'est le Pandoro, il n'y a rien dedans si on prend le traditionnel. Tandis que le panettone, normalement, il a des raisins, des fruits confits, canditi, on les appelle en italien. Et c'est originaire de Milan que je vous ai dit. Et dans les dernières années aussi, on en trouve des différents types, je ne sais pas, avec par exemple des crèmes pistache, au chocolat ou des choses comme ça. Voilà. Alors, après, une autre chose très typique comme gâteau, comme dessert qu'on mange pendant les fêtes en Italie, c'est le mandorlato. Mandorlato ou torrone. Alors, en français, je pense qu'on l'appelle nougat. Touron, probablement même. Je sais, j'ai découvert, je ne savais pas, qu'il y a aussi un touron, toron, toron en Espagne. Mais alors, ils sont très similaires, effectivement, le mandorlato et le torrone. Ils sont faits principalement avec du blanc d'œuf, du miel et des amandes ou noisettes. Mandorlato, c'est bien de mandorla. Mandorla, qui ça signifie amande. Et oui, et c'est sont normalement la couverture sont recouverts avec des hosties. Ça c'est le traditionnel, super traditionnel. Après, on peut en trouver avec non pas noisettes, avec du chocolat même et des autres choses aussi recouverts de chocolat ou aussi avec des pistaches dedans. Donc ça dépend. Alors, le mandorlato est originaire de Cologne, Veneta. C'est un petit village en province de Vérone, dans la Vénétie, au nord de l'Italie. Tandis que le aspetta, Torrone est plus originaire de Cremona, qui est dans la Lombardie, la région de Milan, mais aussi de Benevento. Ça c'est intéressant parce que Benevento, par contre, se trouve au sud. C'est la région Campania, la région où se trouve aussi Naples. Ils sont très similaires, comme je vous ai dit. On les peut trouver dans deux formats. Alors, le plus traditionnel est ceci. Ça, Sperlari, c'est aussi un brand très fameux pour le mandorlato torrone. Et c'est plutôt long. Mais ici, vous pouvez voir un petit peu comment ça semble après. Ça, c'est aux amandes. Ou un autre format qu'on peut trouver. C'est comme ça, vous voyez, c'est un saké avec de petits morceaux et ils sont emballés individuellement. Voilà. Et, et aussi autre chose, moi quand je le prends, je préfère prendre le tendre, le tenero, le morbido, sinon il y a aussi le dur. Il faut toujours faire attention au temps, honnêtement.
un dessert que très probablement vous connaissez parce que effectivement c'est d'origine française. Je ne savais pas. En italien on l'appelle ceppo di Natale ou tronchetto di Natale. Donc c'est le bûche de Noël. Bûche où j'ai trouvé aussi le nom Yule Log. Je ne sais pas si c'est un nom français ou anglais, je ne sais pas. Mais comme bûche de Noël, probablement vous le connaissez. Ça a vraiment la forme d'un bûche d'un arbre. Donc, ceppo ou tronchetto, c'est un petit bûche d'un arbre, normalement. Et voilà. On le prépare, j'ai recherché un petit peu les ingrédients, mais évidemment, on utilise surtout le chocolat, ça, qui donne la couleur marron, et du sucre en poudre, parce que ça va imiter un petit peu la neige. Je ne sais pas, c'est très joli. Moi, je trouve que c'est un gâteau très joli. Très, très, très joli à le voir même, voilà. Après, il y a un autre type de dessert. Dessert que je ne sais pas si vous connaissez. Moi, honnêtement, je ne l'ai jamais mangé. Mais je sais que c'est typique en Italie, mais plutôt dans l'Italie du Sud et en particulier de la Campania, de la zone de Naples. Struffoli. 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 À Naples, c'est la ville d'où il vient, mais effectivement, ils se sont entendus un petit peu, ils sont devenus populaires un peu dans des autres régions du sud de l'Italie et un peu dans la région du centre d'Italie aussi. Alors, qu'est-ce que sont ces struffoli? Si vous voyez un plat de struffoli, ils sont comme des petites boules, effectivement, ils sont des petites boules. Des mélanges faits, préparés avec de la farine, de l'œuf, du sucre. Évidemment, ils sont frites, j'ai dit évidemment, parce que surtout dans le coin de Naples, il y a beaucoup de choses très bonnes, même des choses salées, donc pas doux, qui sont frites. C'est une tradition, évidemment, de la zone. Et, et on met aussi, quand on a terminé, on met du miel, on met du fruit confit et on met de petits copeaux colorés. Et ça, c'est très très sympa parce qu'ils sont aussi des petites boules colorées. C'est très joli. Même à le voir, honnêtement, si vous voyez, allez-y, allez chercher une photo avec un plat de struffoli parce que c'est vraiment très joli à le voir. Et voilà, c'est très coloré, c'est très sympa. Alors, pour terminer un petit peu la partie du nourriture, du menu, je vous parle un petit peu, je touche un petit peu qu'est-ce qu'on boit, les boissons qu'il y a. Alors, dans les dernières années, évidemment, avec les entrées, on peut avoir de petits apéritifs. On peut faire le spritz, le yogourt, des choses comme ça. Après, il y a des vins, parce qu'en Italie, évidemment, on a une grande tradition de vin. Il y a des très bons vins, évidemment, de vins blancs, de vins rouges, etc. etc. Et après, vers la fin du repas, on a les spumantes, les vins mousseux. Alors, il y a, je pense, 3 types de vins mousseux qui sont les plus utilisés, surtout aussi pendant les fêtes. En Italie, le prosecco, évidemment, mais le prosecco, on le trouve partout pendant tout le menu, pendant tout le dîner, le repas. Moscato d'Asti, ça c'est aussi très bon, c'est un type de muscat pratiquement, c'est très doux, c'est très bon, mais mon préféré probablement c'est un autre type de moscato qui n'est pas très connu, pas même en Italie. En Italie on ne le connaît pas beaucoup. C'est le moscato fiori d'arancia, fleur d'orange. Et ce dernier, ça vient originairement de Colliocane. Donc, dans une très belle zone aussi des collines euganiennes qui se trouvent près de la belle ville de Padoue, dans la Vénétie. Et donc, c'est très bien, je ne sais pas, le goût est très particulier, très bon, c'est différent de Moscato d'Asti. Moscato d'Asti, c'est connu au monde entier, je pense. Et c'est du Piémont, Asti, c'est une très belle ville au Piémont. Et le Colle d'Arancio, il y a un marche plus, je pense, je ne sais pas. C'est un peu plus délicat, c'est un peu plus de fruits, probablement.
pour terminer, effectivement, le discours nourriture, je vous avais dit que j'allais vous parler beaucoup de nourriture dans cette vidéo. Alors, personnellement, dans ma famille, dans les dernières années surtout, on est devenu beaucoup moins traditionnel, mais ça c'est une chose que probablement on peut le dire aussi pour les autres familles en général, pour les menus de Noël. C'est-à-dire que dans les dernières années, on essaye de préparer pas trop de choses, hein, de pas manger trop et aussi de faire moins de choses, de faire des choses plus légères, de faire aussi pas nécessairement de la viande. Poisson probablement même. Une fois, ma famille a fait le sushi, manger le sushi pour la vieille de Noël. Oui, vous avez entendu bien. C'est pas très typique italien. Et voilà, c'est mon petite note, c'est ça. Après, je vous parle de quelques autres traditions qu'il y a en Italie pour la période de fête, pour la période de Noël. Alors, calendrier de l'Avent. Alors, calendario dell'Avvento, on l'appelle en italien. Alors, moi, je pense que c'est une chose qui est devenue un peu plus populaire, un peu plus connue, surtout dans les dernières 15-20 années probablement. Je pense que dans le passé, c'était pas tellement connu, pas tellement utilisé. Moi, je le connais dès que j'étais à l'école déjà. Pourquoi? Parce que ma professeure, une de mes professeurs, enseignante que j'avais d'allemand, elle vient du Sud-Tirol, de l'Italie, que c'est une partie de l'Italie, pas trop loin du Tyrol, en Autriche, où effectivement il y a beaucoup de choses qui ressemblent beaucoup à l'Autriche, même la langue. C'est une zone bilingue, on parle allemand aussi, donc du coup, je pense qu'ils ont aussi beaucoup de traditions de l'Autriche, de l'Allemagne probablement même. Donc, ça pour quoi dire? Pour vous dire que cette enseignante que j'avais tellement à l'école, chaque année, avant les fêtes de Noël, elle nous portait, au début de décembre, évidemment, elle était très précise avec ça. Parce que le calendrier de l'année, moi je le sais. Des amis de moi ne le savaient pas. Ma famille même ne le connaissait pas. Elle nous portait un calendrier de l'Avent. Et je ne sais pas, c'est une chose très jolie. Moi, je trouve que c'est une tradition très jolie. Et moi, évidemment, c'est surtout dans les dernières quelques années que j'ai commencé à le voir dans les supermarchés même. Alors, évidemment, dans les supermarchés, il y a surtout les plus économiques, quoi. Donc, qui ne sont pas trop chers, avec surtout des bonbons, des chocolats, des choses comme ça. Mais évidemment, il y a de plus en plus des brands, des marques qui vous vendent de qualité de l'allemand avec leurs produits, évidemment pour les tester. Et après, moi je trouve que c'est aussi une bonne idée pour tester des différents produits du brand qu'on aime. Et probablement on en trouve quelques-uns qu'on aime particulièrement. Alors après, probablement on va l'acheter. Ça c'est une bonne idée. Et après, il y a donc des autres brands qui vous vendent de calendrier de l'Avent, un peu comme chez vous, avec des produits, de la cosmétique, des parfums, du make-up, des liqueurs même. Après, je vous parle un petit peu des cadeaux qu'on fait, évidemment. En Italie aussi, il y a la tradition de se faire des cadeaux pour Noël. Alors, on s'échange les cadeaux de Noël, normalement, le soir du 24, nous, quand on était petits, on ne voulait pas attendre le 25, évidemment. Donc, on voulait attendre absolument minuit le 24, à minuit le 24 décembre pour s'échanger les cadeaux. Et surtout, recevoir nos cadeaux. Et sinon, le 25, directement après le repas, normalement.
quelque chose dont on a besoin ou des choses qu'on aimerait avoir, qu'on aimerait s'acheter. Alors comme ça, au moins on prend une chose utile dont on a besoin et ou une chose que ça nous plaît. Et ça, je pense que c'est une très bonne idée, personnellement. Juste très intéressant de période de fête en Italie, en effet, mais ça, je pense que c'est chez vous aussi. C'est pas seulement pour Noël qu'on fait des cadeaux. Il y a des traditions de se faire des Noëls aussi pour des autres occasions. Par exemple, euh, pour Saint-Nicolas, le 6 décembre, par Santa Lucia, le 13 décembre, et aussi la Befana, le 6 de janvier. Et une autre chose qu'au niveau des traditions de Noël, une autre chose qu'il y avait dans ma grande famille, un truc comme ça, est que moi et mes cousins et mes cousines, on devait chanter, non, chanter, dire une poésie qu'on avait appris à l'école, parce qu'on était toutes petites, on était tous à l'école, donc évidemment chaque année il y avait une poésie ou quelque chose comme ça euh, qu'on qu'on devait, qu'on devait apprendre. Et on les savait par cœur, et donc on devait, et c'était vraiment presque un oblige dicté par notre grande famille, on devait le dire devant tout le monde, donc on montait sur une chaise et on devait le faire plus ou moins. Et moi, je suis sûre que des fois, j'ai même pleuré pour ça. Parce qu'on avait peur de ça, on devait parler, imaginez-vous, de dire une chose comme ça, qu'on n'aimait pas faire. Des choses qu'on devait apprendre à l'école, on les devait apprendre. Et c'est pas une chose, c'était pas des choses qu'on voulait faire, évidemment. Et après, on devait les dire devant toute la famille, la grande famille, pas même sa propre famille, mais la grande famille avec tous les grands-parents, tous les cousins, tous les tantes, tous les oncles. On ne voulait pas, honnêtement, faire ça. C'était pas une chose très, bon, je sais pas très sympa. On est obligé presque de le faire. De toute façon, c'est comme ça. Et après, une autre chose, et ça répète un petit peu une chose dont je vous ai mentionné, une tradition très jolie qu'il y a est aussi le bûche de Noël, mais le vrai bûche de Noël. Donc pas un gâteau, mais un bûche, donc une pièce de bois très grande, normalement, vraiment une partie de bûche si on pouvait, si on peut. Et on le met dans le feu, on le met au feu, on l'allume. Mon père, normalement, il allume dans la cheminée le soir du 24. Il le tient là à brûler, comme ça, jusqu'à tous les jours du 25, tous les jours de Noël. Et je sais qu'il y a cette tradition en France aussi parce que je l'ai trouvée. Et effectivement, la tradition moderne de faire ça, elle est arrivée de la France. Alors, selon la tradition, on dit que on va brûler comment ça s'appelle, la bûche de Noël. Et effectivement, le réveillon, donc la vieille de Noël. Et, 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 et on le tient là, selon la tradition, on devait le tenir là à brûler jusqu'à l'épiphanie. Donc aussi bien au-delà du Noël, effectivement. Et on dit que les restes, après qu'il a brûlé pour toutes ces périodes longues, les restes du bûche, on les conservait et on disait que c'était le symbole de bon présage pour le futur, pour l'année, quelque chose comme ça. Mais la tradition de faire ça dans l'époque moderne, c'est commencé au milieu du XXe siècle de la France. Ça, je ne savais pas. Donc... Ah non, aspetta. De la France est venue après la tradition de faire les gâteaux. C'est ça que j'ai lu. Merci de toute façon. Après, une chose que je pense qu'il y a aussi chez vous le crèche. Alors, en Italie, évidemment, comme c'est un pays
principalement catholique. C'est la religion principale, donc on voit le Noël d'une manière plutôt religieuse. Pas moi personnellement, mais beaucoup de gens le font. Alors la crèche en italien, on l'appelle le presepe. Presepe. Et donc, on peut le tenir dans sa propre maison. Et normalement, on laisse le petit lit pour Jésus vide jusqu'au jour de Noël, évidemment. Et après, on met la petite statue de Jésus, de Jésus-Christ, le jour de Noël. On le trouve des fois au dehors des maisons aussi, dans les jardins, on les met. Et c'est vrai que dans des églises, dans des pays, dans des places, il y en a aussi des très particuliers, même dans des villages qu'on peut les visiter. Il y en a qui sont faits en bois, où les statues sont faites en bois, ils sont faits en pierre, ils sont faits avec des matériels particuliers. Dans des pays balnéaires, par exemple à Jesolo, pas trop loin de Venise, on les fait avec la sable. Ça c'est aussi très particulier, on peut aller les visiter. Ils sont vraiment des œuvres d'art. Et, et poi cosa? Après, il y a aussi à Naples, il y a la tradition de la crèche napolitaine de Naples. Ça, c'est très particulier aussi parce que c'est très traditionnel, mais ils se tiennent toujours au courant. C'est-à-dire que chaque année, il y a des nouvelles statues. Pourquoi? Parce que il y a les statues pour des personnages modernes. Et donc même des politiciens, de personnages comme ça, des personnages connus, des personnages que les gens connaissent. Et donc comme ça, on peut aller et acheter aussi des nouvelles statues pour son propre présepe. Mais là, c'est vraiment une tradition très belle, très longue. Et ce sont vraiment des œuvres d'art, effectivement. Après, alors, une des crèches des présepi les plus célèbres est sûrement celle de Cesenatico, province de Follicesena dans la région Emilia-Romagna, donc plutôt vers le centre de l'Italie. Et les statues sont positionnées dans des bateaux, et les bateaux sont sur l'eau, parce que Cesenatico effectivement se trouve sur la mer. Et c'est très beau, si vous recherchez, c'est très beau, il met aussi des lumières particulières, c'est une chose que vraiment les gens vont visiter. Il y en a des autres très très sympas. Il y a aussi des crèches vivantes. Des crèches vivantes, c'est où évidemment il y a des personnes vraies qui jouent les personnages pour la crèche. En Italie aussi, il y a la tradition de l'arbre de Noël. On le fait normalement dans sa propre maison, on peut le faire à l'extérieur, dans les jardins. Chaque petite ville, chaque grande ville, normalement, a son arbre de Noël, beaucoup plus grande dans la place principale. Et il y a aussi des soirées qui sont organisées pour quand on allume, un peu comme on fait pour le grand arbre de Noël à Rockefeller Center à New York. Et dans des autres villes, on le fait. Mais là aussi, il y en a des vraiment très particuliers. Je pense que c'est plus particulier. C'est aussi l'arbre, apparemment, c'est l'arbre de Noël le plus grand au monde entier, le plus grand ou le plus haut, je pense. C'est un arbre très particulier. On le fait à Ubbio, en Umbrie, in Umbria. Et Umbria, c'est une région au centre de l'Italie. C'est 650 mètres haute, mais effectivement, c'est une composition, c'est la forme d'une arbre, mais c'est une composition des lumières sur une colline. Et donc, on le voit surtout de loin. Et c'est vraiment exceptionnel. Vraiment. Et ça, c'est très particulier. Après, au niveau aussi, pour parler aussi d'illumination, de Noël, là aussi, on le fait dans sa propre maison, on le fait à l'extérieur, il y a des maisons. Des fois, il y a des maisons qui sont beaucoup, beaucoup allumées à l'extérieur. Et une des villes où il y a des illuminations de Noël les plus belles, entre les plus particulières, aussi plus artistiques, est la ville de Salerno. Salerne, dans la région de la Campania, pas trop loin de Naples.
soutenable. Et il y a c'est comme un spectacle, effectivement, des lumières. On l'appelle luci d'artiste. Il y a effectivement différents artistes. Moi, je disais que ce sont des œuvres d'art, et c'est vrai. Il y a des artistes qui participent et différents artistes préparent différents types de lumière, différentes couleurs, différentes installations, différentes compositions et tout ça. Et après, ah oui, une chose, ça c'est une chose un peu pratique, mais utile à le savoir. Et au niveau des horaires et des jours d'ouverture pour les magasins, les restaurants, les cafés, tout ça, comment ça fonctionne en Italie? Alors, donc, les restos et les restos, la plupart des restos et tous les magasins sont fermés, tous les cafés, tout est fermé le 25 de décembre, donc le jour de Noël. Mais il y a quelques restaurants qui sont ouverts. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelques familles, quelques personnes qui préservent effectivement le repas de Noël dans les restaurants. Je pense par contre qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça parce que en Italie en particulier, et effectivement, je m'imagine pas seulement en Italie, Noël est une chose très traditionnelle, on le sent beaucoup. C'est pas seulement ça, c'est une chose qu'on sent beaucoup d'une manière familiale, c'est une chose très liée à la famille. Donc je pense que la plupart des gens mangent chez soi-même plutôt qu'aller dans les restaurants. Et après, par contre, oui, les magasins, sinon c'est tout fermé. Et après, dans les autres jours aussi, il y a des jours, des horaires d'ouverture différents. Euh, Par exemple, le 26, effectivement, il y a beaucoup de magasins qui, même le 26, sont fermés. Il y a des magasins qui font aussi les fêtes complètes, donc ils ferment jusqu'aussi aux nouvelle année ou à l'épiphanie même. Et voilà. Et dernière chose pour cette vidéo, de laquelle je vous mentionne seulement un petit peu au niveau des chansons de Noël. Alors, j'ai recherché, mais effectivement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chansons italiennes typiques de Noël. Il y en a, mais il y en a qui sont plutôt religieux. Moi, je les connais aussi parce qu'on les chantait quand j'étais petite et j'allais souvent à l'église. Il y a Tu scendi dalle stelle, il y a Astro del cielo et A Natale poi. Mais sinon, les autres chansons sont plutôt des chansons anglaises, je pense. En anglais. Et américaines ou anglaises. Mais oui, il y a, maintenant que j'y pense, il y a beaucoup de... Un peu comme partout, il y a beaucoup de films typiques qu'on voit pour le temps de Noël. Très très typiques. Moi, personnellement, je me rappelle quand j'étais petite, mes parents mettaient toujours un film qui mettait toujours, c'était les Docteurs Jivago. Docteur Jivago, je pense que c'est appelé Docteur Jivago. Zivago en français, je ne suis pas sûre. C'est un film très vieux, mais c'est très bon. Très long aussi, mais c'est très très bon. Et voilà. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez connu, vous avez appris des choses nouvelles que vous ne saviez pas, des traditions de Noël italiennes. Dites-moi s'il y a des choses similaires en France, je suis sûre qu'il y en a ou chez vous. Si vous venez des autres pays, très volontiers, dites-moi des autres traditions que vous avez. Comme je vous ai dit, désolé si je pose ces vidéos un peu tard pour la période de Noël, mais c'est comme ça. Allez, merci beaucoup de mon cœur pour avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, rappelez-vous de mettre un like, de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et vous pouvez contribuer à ma chaîne sur Ko-Fi.